bataille est un joyeux combat. Nous travaillons pour un juste équilibre entre chaque homme et sa tâche ici-bas. Nous travaillons pour être libres. Avec le bois, avec la pierre, avec le fer et le ciment, nous construirons la maison verte. Oh, et les gars du bâtiment, avec ses murs, son train, sa force, pour nous y vivre librement. Nous construirons la maison forte. Oh, et les gars du bâtiment, oh, et les gars du bâtiment, oh, et les gars du bâtiment, oh, et les gars du bâtiment. Donc, vieux, tu sais pas à quoi je pense tout d'un coup? Non, à quoi? Je pense à ceux qui ont bâti ça. Quoi, la cathédrale? Oui, je pense à ceux qui étaient là, juste comme on est maintenant sur un échafaudage, et qui la bâtissaient. Ben, ça doit faire une paye. Attends, elle a été construite vers les 1100 et quelques. Ça fait dans les 800 ans. Dis, tu te rends compte? 800 ans? En tout cas, c'est des manchots. Fallait en avoir dans le ventre pour monter une pièce pareille. C'est les curés qui l'ont fait? Mais non, c'est le peuple. J'ai lu un bouquin là-dessus. Les seigneurs, les bourgeois, enfin tous les riches payaient. Le peuple aussi, tu penses. Mais quand il était trop pauvre, le peuple, il payait avec ses bras. Eh bien alors, les curés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, ils quêtaient. Ils réunissaient les capitaux, quoi. Pour une cathédrale? Oui, mais tu comprends, à l'époque-là, je te parle du XIIe et du XIIIe siècle. Une cathédrale, c'était beaucoup plus qu'une simple église. On y disait pas seulement la messe, on y faisait des réunions. On y faisait même du théâtre, c'était comme une maison du peuple. Et les architectes? Il y avait déjà des architectes? Bien sûr, on les appelait des maîtres d'œuvre. Et puis, il y avait surtout des artisans, des maîtres maçons, des maîtres charpentiers, des maîtres verriers. Mais combien de temps qu'ils mettaient pour la faire, leur cathédrale? Des années et des années. Le père la commençait, le fils continuait, et quelquefois même, le petit-fils en rajoutait. C'était long, dis donc. Quel travail! Oh, ils aimaient leur boulot, quoi. Alors, ils le faisaient bien. Quand c'était réussi, ils étaient contents. Alors, ils travaillaient pour la gloire? Penses-tu? C'était des ouvriers, des anonymes. Ils travaillaient pour gagner une place au paradis. Par exemple, presque toutes les statues que tu vois là, c'était des imagiers qui les taillaient. Ils racontaient l'histoire sainte en pierre, oh, un peu à leur idée. Eh bien, on ne saura jamais de qui elles sont. Elles sont du peuple? Rien que sur la cathédrale de Chartres, il y en a 1800. Et puis, les vitraux. Ils racontaient l'histoire sainte aussi sur des vitraux. Mais pourquoi? Ben, parce que personne ou presque ne savait lire. Alors, pour que tout le monde comprenne bien, on faisait des statues et des vitraux. T'avais plus qu'à regarder le nez en l'air et t'apprenais ton catéchisme. Mais qu'est-ce qu'ils avaient donc à faire des cathédrales comme ça? Ils avaient la foi. Pour eux, la religion, il n'y avait que ça qui comptait. Et puis aussi, c'était tous des ouvriers, des laïcs. C'était la première fois qu'ils se mettaient à travailler tous ensemble. Alors, ils voulaient faire quelque chose de grand, de beau. Tu sais bien, quand on est beaucoup, qu'on est tous d'accord et qu'on veut,
Ça fait du vin. C'est vrai. Tiens, encore une chose. Ils parlaient même pas tous français avant de commencer à construire des cathédrales. Ils parlaient des sortes de patois ou le latin. Quand ils se sont trouvés tous ensemble sur le chantier, il a bien fallu qu'ils se disent « Passe-moi la truelle » ou « Envoie-moi cette pierre-là ». Alors, ils l'ont dit en français. Ils l'ont inventé. Oui. Et pour la cathédrale aussi, ils inventaient. La croisée d'ogive, les arcs-boutants, les contreforts, tout. Ils ont inventé le style gothique comme ça, manière de changer un peu du roman. Ici, à Chartres, il y a les deux styles. Le roman, c'est ce qui reste d'un grand incendie. Ils l'ont laissé, mais ils ont reconstruit en gothique à côté. C'est là que ça leur a pris pour la première fois le gothique. C'est à Chartres. Et du premier coup, ils ont réussi. Encore aujourd'hui, on dit que c'est la plus belle de toutes les cathédrales. Et Notre-Dame de Paris, alors? C'est tout du gothique? Je sais, je suis monté sur les tours. Tu parles, qu'est-ce qu'il y a comme sculpture? Des saintes vierges, des bons dieux, des saints, des diables, et puis même des trucs qui sont pas toujours très catholiques. Je l'ai dit, ils faisaient ça un peu à leur idée. Même quelquefois, quand ils sculptaient l'enfer, par exemple, ils mettaient leur évêque dedans ou des moines. Ils étaient farceurs. Ils étaient comme nous, ils aimaient la rigolade, quoi. Oui, comme nous. Alors tu comprends, je me dis que peut-être il y a 800 ans, deux gars travaillaient là à notre place, Deux gars du bâtiment. deux gars qui avaient peut-être le même nom que nous. Et oui, c'est vrai, nous aussi on en a des aïeux. Tous ceux qui ont fait ça. Mais au XIIIe siècle, ils ne faisaient pas que des cathédrales. Non, bien sûr. On construisait aussi des hospices, des hôtels de ville, des palais de justice. On construisait aussi beaucoup de châteaux. Avec des murs épais comme ça, de l'eau tout autour et des ponts-levis. Ceux-là, c'était des châteaux forts. Les seigneurs se bagarraient tout le temps pour se barboter leurs terres. Alors ils se fortifiaient chez eux. Leur château, c'était un peu leur ligne Maginot. Pour aller les dénicher, c'était midi. Tu penses? Pourtant, les rois ont fini par les posséder tous un par un. Comment? Eh ben, les soldats du roi s'amenaient tous en masse devant le château du seigneur et lui criaient « On vient vous défendre !»« J'ai pas besoin de vous, répondait le seigneur, je me défends bien tout seul. »« Ben on verra, disaient les soldats du roi, et foutaient le château par terre. Hein? T'as vu? Ça va, j'ai compris, faisait le seigneur. Je dois combien pour la démonstration? On vous enverra votre feuille d'impôt tous les ans, et il faudra voir à la payer, autrement, on remet ça. Et c'est comme ça que les rois ont fait la France. C'était des malins. C'était les plus forts. Après, comme les seigneurs n'osaient plus se bagarrer entre eux, ils cherchaient à s'épater. Les châteaux de la Loire. Oui, jusqu'à Louis XIV qui les a tous mis d'accord en bâtissant le sien à Versailles. Qu'est-ce que ça a dû lui coûter? 130 millions. Ça ferait aujourd'hui plus de 6 milliards. Ben, il regarde pas la dépense, le monarque. Surtout pour la dépense publique. Mais c'était plus fort que lui. Fallait qu'il en mette plein la vue à tout le monde. Fallait qu'il éblouisse. C'est probable que c'est pour ça qu'on l'a appelé le roi Soleil. Probable. Et après? Après, châteaux. Toujours des châteaux. Pour les nobles et les grands bourgeois. En plus, on leur construisait des grands hôtels particuliers à Paris, au Bourg Saint-Germain, des petits hôtels à la campagne. Et ça menait la grande vie. Fallait voir. Pendant ce temps-là, le peuple était de plus en plus malheureux. Alors un jour, il en a eu marre. Des riches, des nobles, des châteaux, des hôtels particuliers et des rois. Alors on s'est mis en colère. On a vu rouge. Ils ont eu une frousse. Ils ont perdu la tête, quoi. Louis XVI aussi. Comme t'es dit. Et puis, on a eu Napoléon. Qu'est-ce qu'il a construit, celui-là? Chez les voisins, il a fait beaucoup pour la reconstruction. Quand il était passé quelque part avec son armée, il y avait toujours du travail pour le bâtiment, tu penses. Chez nous, c'était plutôt les arcs de triomphe et les colonnes qu'il travaillait. Il a fait aussi la Bourse, la Madeleine, la façade du Palais Bourbon. Il a percé la rue de Rivoli, la rue de la Paix. La rue de la Paix. Dans le fond, c'était peut-être un pince sans rire. Et sous l'autre Napoléon, Napoléon III, qu'est-ce qu'on a construit? Des rues entières. C'était pas l'époque du baron Haussmann, celui qui a commencé à faire des boulevards et des avenues. Si, on s'est occupé un peu du confort et de l'hygiène dans les maisons. Pour les quartiers chics. Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Et puis, il y avait aussi d'autres raisons. Les grandes artères, c'était pratique pour la troupe en cas d'émeute. Pour rappliquer plus facilement. Bien sûr, c'est le fin mot de l'histoire. Pourtant, faut être juste. Napoléon a fait tout de même construire l'opéra, le Châtelet, des mairies, des bibliothèques, des gares. En 15 ans, il a transformé tout Paris. Oh, pour le roi de Prusse. Ou plutôt pour Bismarck, qui s'est déplacé pour se rendre compte de l'effet. Dommage qu'il soit venu en uniforme. Mais, quand on a été de nouveau en République, la construction a repris. On s'est mis à employer le fer pour faire des ponts, des usines, des gares. Les ingénieurs ont fait la pige aux architectes et, pour son exposition, Paris a présenté la Tour Eiffel. 300 mètres, 7000 tonnes, 18 000 pieds de fer, 2,5 millions de rivets. Tu penses, si je suis au courant, mon père y a travaillé. Mais les architectes reprennent le dessus en 1900 et te font des immeubles avec des tas d'ornements compliqués, des fioritures. C'est le modern style.
Ça fait Rupin, ça fait Cossu, mais c'est plutôt Tartignol. Oh, puis les entrées de métro. Et nous voilà arrivés au XXe siècle sans avoir rien bâti pour nous. C'est vrai. Moi, j'habite toujours dans une drôle de maison, style miteux. Moi aussi. Tu vois, pour des siècles et des siècles, les gars du bâtiment ont bâti pour des dieux, pour des seigneurs, pour des rois, pour des empereurs, pour des grands bourgeois, pour des petits bourgeois, pour des nouveaux riches. Et ils n'ont rien bâti pour eux, rien ou presque, Il serait peut-être temps de s'y mettre. avec du béton. Je me vois dans une maison toute neuve. Elle aurait des grandes fenêtres, un petit jardin, des fleurs. Fin du 19e siècle, un simple jardinier de Boulogne, meunier, invente un nouveau matériau, le ciment armé ou béton. Solide, étanche, incombustible, le béton d'abord dédaigné par les architectes français, effrayés par sa simplicité, ne trouvera sa première application que 30 ans plus tard et ne recevra sa consécration qu'une dizaine d'années après grâce aux frères Perret. Ceux-ci comprennent les premiers qu'avec le béton, l'architecture doit s'orienter vers une harmonie nouvelle, vers des constructions plus sobres, plus pratiques. L'architecture du fer a vécu, celle du béton commence. Elle apportera une véritable révolution dans l'art de bâtir. Mais cette révolution profitera d'abord au grand capital. Alors qu'il faudrait construire des milliers et des milliers de maisons habitables, on construira d'abord des magasins somptueux, des usines, des théâtres, des banques. Le premier monument vraiment nouveau, construit en béton juste avant la guerre, est le théâtre des Champs-Élysées, dont les frères Perret furent les architectes. L'après-guerre. Derrière les combattants, il y a des cadavres. Devant, la vie, la paix, le plaisir. Il faut oublier, vivre vite. L'inflation rend l'argent facile. On achète, on vend, on construit n'importe quoi, n'importe où, à n'importe quel prix. Le style art décoratif triomphe à l'exposition de 1925, mais il n'est pas encore dégagé des lourdeurs du style 1900. Le mauvais goût subsiste, la dorure et l'argent flattent l'œil du nouveau riche, il en met partout. Seuls quelques pavillons étrangers, ceux dus à Perret, Malestévins, Le Corbusier, Jeanneret, apportent vraiment des éléments nouveaux à l'architecture de demain. En 1923, la première église en béton est construite par l'architecte Perret. Notre-Dame du Raincy, surnommée la Sainte-Chapelle du béton armé. Un style inspiré des possibilités du béton, style où domine la verticale et le rectangle est créé. Une nouvelle conception de l'architecture est née que l'architecte Perret va nous expliquer lui-même. L'architecture est de toutes les expressions de l'art celle qui est le plus soumise aux conditions matérielles. Et ces conditions matérielles sont doubles. Les unes sont permanentes, les autres sont passagères. Les lois de la stabilité, la nature des matériaux, les variations atmosphériques, les illusions d'optique, la signification universelle et éternelle de certaines lignes imposent des conditions permanentes. La destination, la fonction, les usages, les règlements, la mode imposent des conditions passagères. C'est par le moyen de systèmes de construction que de tout temps, les architectes ont donné satisfaction aux conditions tant permanentes que passagères. Les grands systèmes de construction ne sont pas nombreux. Il y a d'abord celui de la plate-bande. C'est le système de la poutre posée sur deux appuis qui a donné naissance à toute l'architecture antique. Et puis, il y a le système de la voûte. C'est celui qui a donné naissance à toutes nos cathédrales. Aujourd'hui, nous construisons en acier et en béton de ciment armé. C'est la connaissance approfondie des conditions tant permanentes que passagères et des systèmes de construction qui nourrit l'imagination de l'architecte, comme la connaissance de la langue, l'exigence du vers inspire le poète. L'architecte est un poète. C'est un poète qui pense et parle en construction. Je veux dire que la construction doit être comme la langue maternelle de l'architecte. J'ajoute qu'en architecture, la solution logique d'un problème bien posé dépasse toujours l'imagination et que l'on serait tenté d'intervenir pour la rendre moins agressive.
En un mot, j'ai la conviction que le métier, la technique, n'est pas pour l'imagination un frein, mais bien au contraire un accélérateur. Cependant, les besoins de la collectivité s'imposent peu à peu. Le béton convient parfaitement à la construction d'ouvrages audacieux pour lesquels jusque-là, la pierre et le fer étaient seuls employés. Les travaux publics utiliseront le nouveau matériau pour la construction de ponts. Celui jeté par Fraissinet sur l'Élorne à Plougastel d'Aoulas est une étonnante réussite. Plusieurs municipalités, la plupart socialistes ou communistes, comprennent que leur devoir est de construire. Une des plus belles mairies modernes de France est celle de Boulogne-Billancourt, œuvre de l'architecte lyonnais Garnier, auquel la ville de Lyon doit son plan d'expansion et de remarquables édifices modernes. La municipalité de Villejuif fait l'admiration de beaucoup et excite la jalousie de certains avec son école modèle. De même, la municipalité de Montrouge, avec son centre administratif, son dispensaire, son centre scolaire. De même, la municipalité de Maison-Alfort, avec ses groupes scolaires Jules Ferry et Condorcet. Enfin, l'assistance publique sous la haute direction de M. Mourier décide en 1932 de bâtir un grand hôpital moderne. Construit sur les plans des architectes Plouzet, Cassan et Walter, le nouveau Beaujon, qui s'étend sur une superficie de plus de 60 000 m², hospitalise 1100 malades dans ses 12 étages. On peut sans doute s'émerveiller à juste raison de cet énorme bloc hospitalier où l'art de bâtir a su se mettre admirablement au service de la science. Mais le plus bel hôpital du monde résout-il entièrement le problème de la vie sociale? Est-ce que le problème n'est pas d'abord de construire pour vivre sainement dans la joie et la lumière? Est-ce que le destin du travailleur doit être de vivre dans un taudis pour mourir dans un palace? Depuis des années, des plans réalisables, établis par quelques urbanistes, dorment dans des cartons. Un bâtisseur de cité nouvelle, Le Corbusier, va nous développer sa conception d'une ville de lumière et de verdure, de la ville radieuse. Depuis l'après-guerre, la société moderne se préoccupe de la construction de nouveaux logis. Lorsqu'une société désire construire de nouveaux logis, c'est qu'un état de conscience nouveau est né, l'état de conscience d'une civilisation machiniste. Le mouvement est universel en tout pays.
Qui a autorisé cette nouvelle architecture? Les libertés immenses apportées par les techniques modernes dans l'art de bâtir, l'acier et le ciment armé. Dorénavant, le postulat fondamental de cette révolution architecturale, autant que sociale, peut tenir dans les trois éléments qui ont, depuis l'origine des temps, conditionné la vie même des hommes: le soleil, l'espace, les arbres. À côté des aménagements entièrement nouveaux du plan du logis moderne, apportant les bienfaits du rationalisme, à côté de l'équipement intérieur du logis, eau, électricité, gaz, téléphone, TSF, qui ont assuré l'hygiène et la rapidité, ces trois facteurs, soleil, espace, arbre, deviennent la condition même de l'immense réforme à intervenir dans les usages de l'architecture. Ces trois facteurs sont aussi les plus éminents porteurs de joie profonde, normale en chaque être. Or, c'est ici que la faillite est totale. Les villes sont devenues inhumaines, hostiles à l'homme, néfastes à sa santé physique et morale, mais ceci est de l'urbanisme. Je place un homme sur son plancher. Je place un plafond, une surface de verre au-devant de lui, le pan de verre des immeubles modernes. L'œil de cet homme. Je place le soleil. Je place l'espace, les arbres. C'est fini. Le logis est conditionné. Je multiplie. Je installe tout l'édifice sur pilotis. Les pilotis permettent dorénavant aux habitants de la ville de passer sous les maisons, aux rues et aux autostrades d'y passer également. Pour constituer le logis neuf de la civilisation machiniste, il faut donc urbaniser. Énonçons les bases de cette doctrine. Séparation du piéton et de l'automobile. Interdiction d'orienter des logis au nord. Employer le bénéfice des techniques modernes pour concentrer en hauteur les logis et étendre à leurs pieds de vastes surfaces vertes, 12% par exemple du sol bâti à 50 mètres de hauteur, 88% de sol libre. Dès lors, équiper le sport quotidien au pied des maisons. Le soleil d'abord. Le nord, l'est et l'ouest. Jamais d'appartements au nord. Des appartements au sud, à l'est, à l'ouest, au sud, à l'est, à l'ouest, au sud, à l'est et à l'ouest, à l'est et à l'ouest. Puis le problème apporté à la solution de l'automobile, séparation absolue du piéton et de l'automobile. Voici les portes des maisons. Elles sont distantes de 200 mètres l'une de l'autre. Puis voici les autostrades pour les voitures automobiles à grande vitesse. Elles sont indépendantes de la situation des maisons. Chaque autostrade conduit à un autoport qui se trouve devant la porte de chaque maison. Chaque autostrade est reliée à l'autoport. Un autre autoport. Un autre port. Puis, des terrains de sport. Un stade. Une piscine. Des terrains de tennis. De basketball. Etc. Puis, les chemins des piétons. Les piétons ont des chemins rapides qui passent à travers, au-dessous des maisons, des chemins promenades, puis des parcs plantés autour des chemins, autour des stades, autour des terrains de tennis et de football, et ainsi la ville se couvre de verdure. C'est une ville verte, construite à 12% de surface bâtie et à 88% de parcs. Il ressort des statistiques officielles que la tuberculose est une maladie de la misère et surtout du taudis. À Paris, sur un même nombre d'habitants, la tuberculose en tue 60 aux Champs-Élysées et 547, soit 9 fois plus, dans le quartier Saint-Méry. D'autre part, le taudis tue les tout-petits. 131 enfants sur 1000
meurt avant un an à Belleville, contre 58 aux Champs-Élysées. Ce quartier privilégié ne donne cependant à la France que 11 enfants sur 1000 habitants, tandis que Montparnasse en donne 22. Mortalité tuberculeuse, mortalité infantile, dénatalité ne seront efficacement combattues que par l'exécution de grands travaux et l'application de lois sociales assurant au peuple le bien-être, la sécurité matérielle et morale, en résumé, le pain, la paix, la liberté. Je me vois dans une maison toute neuve. Elle aurait des grandes fenêtres, un petit jardin, des fleurs. Une maison toute neuve, avec de l'air, de la lumière. Alors que presque tous les plans d'urbanisme réalisés à l'étranger ont été inspirés directement ou indirectement par nos architectes français, l'effort fait en France est dérisoire. Depuis la guerre, 300 000 logements seulement ont été construits. Il en aurait fallu 10 fois plus, puisque 20% de la population loge encore dans des taudis. Et pourtant, l'exposition 37 a prouvé au monde que les architectes, techniciens et ouvriers français étaient toujours de grands bâtisseurs. Léon Jouot va nous le dire. Quand du haut du 2e étage de la Tour Eiffel, l'on contemple l'ensemble de l'exposition de 1937-1938, un sentiment de joie et de fierté vous emplit. Régale de l'œil de cet ensemble harmonieux qui s'élève hardiment dans le ciel parisien et se reflète dans les eaux de la Seine. Ceux qui ont construit cela sont bien les dignes continuateurs des constructeurs de cathédrales. La même foi qui emplissait leurs ancêtres, les animait et les dirigeait dans la bataille engagée contre le temps, contre les incertitudes de la production des matériaux, contre les résistances à la législation sociale, et qu'ils ont gagné. C'est que l'exposition 1937-1938 a une signification sociale qui s'impose à tous. C'est l'affirmation péremptoire de la grandeur et de la fécondité du travail. Les bâtiments de l'Expo peuvent être éphémères dans leur durée. Ils sont éternels dans leur symbole et leur signification. Ceux qui les ont construits, on peut le dire maintenant, au milieu des pires difficultés, vont-ils être demain, en remerciement, jetés sur le pavé, réduits au chômage déprimant, démoralisant. La misère pour les mains habiles de ces constructeurs sera-t-elle la rançon de leurs efforts? Cela ne peut pas être. L'art du bâtiment, qui est la base de toute l'évolution humaine, ne peut pas être condamné à l'oisiveté. Notre nation, qui peut être fière de son Expo, devant laquelle les visiteurs de toutes les nations ont reçu le choc de l'émotion sacrée, se doit de permettre à ses constructeurs, à ses ouvriers habiles, de poursuivre dans le travail leur œuvre noble et utile. Par les grands travaux qui restent à l'ordre du jour de l'activité de la Confédération générale du travail, le chômage peut être efficacement combattu. Les grands travaux peuvent venir à bout du chômage et augmenter d'une façon considérable les débouchés pour les denrées agricoles dont la mévente se fait si douloureusement sentir dans les campagnes. L'activité des principales industries sera ranimée, celle du commerce également. Et ceci parce que les grands travaux augmenteront considérablement la consommation globale du pays. Les grands travaux ne sont ni un expédient contre la crise, ni une œuvre philanthropique. Ils sont une nécessité impérieuse si la France veut garder sa place au soleil et ne pas se laisser distancer par les autres nations civilisées. On pourrait s'étonner qu'un pays qui, avant la guerre, fut si riche et prospère qu'on le surnomma le banquier de l'Europe, n'ait pas perfectionné davantage son équipement national et n'ait pas renforcé son armature économique, sans parler de l'amélioration nécessaire des conditions de vie de ses habitants. Il faut en chercher l'explication dans la politique cupide de son oligarchie financière qui usa de l'épargne des petites gens aux grandes dames de l'intérêt collectif. C'est parce que l'on veut que cela cesse et que les capitaux français servent à alimenter l'économie française et permettent l'amélioration des conditions de vie des habitants du pays que les projets à CGT s'imposent.
sur les 750 000 ouvriers et employés du bâtiment, des travaux publics et des matériaux de construction qui travaillent actuellement en France et aux colonies, 500 000 sont groupés dans leurs syndicats dont l'ensemble forme la fédération. La fédération est géographiquement divisée en régions, auxquelles s'ajoutent 4 sections fédérales, groupant les principales catégories de corporations et de production. Les syndicats composant une région nomment un ou plusieurs délégués suivant le nombre des syndiqués de la région. L'ensemble de ces délégués forme le comité national fédéral. Tous les 2 ans, les syndicats se réunissent en congrès ordinaire, où ils disposent d'un nombre de délégués proportionnel à celui de leurs adhérents. Le congrès procède à l'élection des 35 membres qui formeront la commission exécutive. Au sein de celle-ci, le bureau, composé de 6 membres, est nommé et soumis à l'approbation du congrès. Dans le cadre des décisions du congrès et responsable devant lui, la commission exécutive dirige la fédération et contrôle l'activité du bureau. Elle agit en accord avec le comité national et sous son contrôle. Le comité national prend toute mesure pour l'application des décisions des congrès, veille à la bonne marche de la fédération, est tenu au courant de l'action fédérale et de la situation financière. Il établit enfin la liaison entre la fédération et les syndicats groupés dans leur région. En résumé, la structure fédérale, par sa liaison permanente de la base au sommet, est essentiellement démocratique. La fédération est adhérente à la CGT et à la Fédération internationale des travailleurs du bâtiment et du bois. Par ces 2 organisations, elle fait partie de la Fédération syndicale internationale. Camarades, un peu de silence, s'il vous plaît. Je déclare la réunion de la commission exécutive de la Fédération ouverte. À l'ordre du jour de cette discussion figure l'action à entreprendre pour l'ouverture des travaux. Notre camarade Arachard, secrétaire général, fera le rapport. D'autres camarades auront à intervenir. Je donne immédiatement la parole à notre camarade Arachard. Les industries du bâtiment, des travaux publics et des matériaux de construction souffrent d'une crise profonde depuis plusieurs années. C'est à l'amélioration de cette situation que nous appelons toutes les bonnes volontés et toutes les énergies. En effet, les industries du bâtiment, des travaux publics et des matériaux de construction constituent une des plus importantes richesses nationales et participent dans une grande mesure à leur développement. En période normale, ces industries occupent directement plus d'1 million d'ouvriers. Leur travail apporte des améliorations décisives à la vie des collectivités urbaines et rurales en construisant de meilleurs logis, en rendant plus facile et agréable la vie moderne et en conservant leur beauté aux nombreux monuments dont s'enorgueillit notre pays. Aussi, nos industries peuvent être considérées d'intérêt public et national par le grand nombre de travailleurs qu'elles comptent et par le rôle qu'elles jouent dans la vie économique moderne. Les besoins de la France sont immenses dans le domaine de son équipement économique et national. Dans les grandes villes, la honte des taudis, des îlots insalubres continue à s'étaler et à provoquer la plus haute mortalité à cause de la tuberculose. De nombreux logements manquent encore des aménagements élémentaires qui rendent la vie plus facile, plus saine, pendant que les autres restent sans entretien. Dans les campagnes, un vaste programme d'urbanisation et de viabilité s'impose pour le plus grand profit de l'agriculture et de ses travailleurs. Partout, de grands travaux publics attendent leur réalisation, qui fournirait un équipement de premier ordre à l'économie nationale moderne. Le développement du tourisme réclame l'aménagement des régions touristiques ou susceptibles de la devenir. Nous n'ignorons pas non plus que dans les mauvaises conditions internationales actuelles, notre pays doit malheureusement faire un gros effort de mise en état de défense pour lequel nos industries ont un travail décisif à fournir. Ainsi, il est possible d'affirmer que le marasme actuel de nos industries ne tient pas à l'absence de nécessité de construire, d'entretenir ou d'embellir, mais provient de causes d'un tout autre caractère. 3 constatations sont à faire. Premièrement, la construction privée ainsi que l'entretien des bâtiments existants diminue de mois en mois par suite de l'abstention du capital privé à l'égard de nos industries. Deuxièmement, les pouvoirs publics et les grandes administrations réduisent de plus en plus les crédits, diminuant d'autant le volume des travaux. Troisièmement, le manque de coordination des différents organismes intéressés et l'absence d'une politique rationnelle d'urbanisme et de construction.
Ce sont là les causes fondamentales de la crise de nos industries, dont les ouvriers sont, comme tous les autres, suffisamment conscients de leur devoir social pour assurer dans des conditions normales un rendement normal et constant. Le véritable problème, c'est de créer des travaux et pour cela de trouver les moyens de financement. C'est possible dans le respect de la législation sociale actuelle à laquelle la classe ouvrière ne laissera pas porter atteinte, mais dont elle réclame au contraire les améliorations nécessaires. Nous réclamons des pouvoirs publics et en premier lieu du gouvernement la mise en œuvre de moyens suffisants dans deux domaines. Premièrement, participation directe et massive à l'ouverture de travaux d'utilité publique, tant à la ville qu'à la campagne. Deuxièmement, appel résolu aux capitaux et à l'épargne privée, en leur donnant les moyens utiles et les garanties indispensables, sans pour cela en faire supporter les charges trop lourdes aux travailleurs. La reprise de l'activité dans nos industries, tout en allégeant les budgets grevés par les dépenses de solidarité sociale, augmentera certainement les ressources des collectivités publiques, pendant qu'elle amplifiera par ses constructions la richesse générale du pays. Un véritable plan de travaux d'équipement économique et social est donc indispensable, pour lequel il faut consentir les investissements nécessaires, centraliser les possibilités existantes, recourir, si besoin est, aux emprunts dans le passé montrent qu'ils sont possibles dans ce domaine. Le problème du prix de revient de la construction doit être résolu par la mise en pratique d'une politique hardie de construction, d'une modernisation des méthodes techniques et mécaniques et d'une modification des conceptions périmées qui existent encore. Ces améliorations seront applicables dans la mesure où le volume des travaux sera suffisant pour résorber le chômage et donner aux ouvriers une garantie de continuité dans le travail. La machine doit être au service de l'homme, en allégeant sa peine. Elle ne doit pas continuer à l'oppresser et à rendre sa vie toujours plus difficile. Notre fédération, forte de ses 520 000 adhérents, est prête à collaborer à toutes les initiatives dont le but sera de redonner à des industries dont notre pays peut être fier l'activité qu'elles ont perdue par suite d'une crise économique sans précédent et d'une réserve pas trop grande des finances publiques et privées. Camarades, vous venez d'entendre le rapport développé par notre camarade Arachard. La discussion sur ce rapport est ouverte. Je donne immédiatement la parole au premier orateur inscrit, à notre camarade Husson. Les ouvriers des travaux publics ont déjà construit tout un réseau routier des plus importants, des canaux, des conduites d'adduction d'eau potable. Les habitants de Paris ne se doutent pas combien les ouvriers de travaux publics rencontrent de difficultés pour assainir la capitale, donner les moyens rapides de locomotion tels que le métro. Dans la construction des égouts et métros, nos camarades travaillent dans des conditions très difficiles, souvent devant traverser des couches de sable, de glaise et d'eau. Des milliers d'ouvriers travaillent ainsi chaque jour dans le sous-sol de la capitale, à quelques mètres de la surface du sol, où circulent sur les chaussées les autos, les autobus et sur les trottoirs des milliers de piétons. Dans la construction des ponts, nous travaillons dans des difficultés plus grandes encore, enfermés dans des caissons, n'ayant que l'air comprimé à respirer, à plusieurs mètres en dessous du niveau du fleuve. C'est pourtant d'un travail aussi dur et quelquefois aussi ingrat que la population peut avoir l'eau potable à profusion. Un métro qui compte parmi les plus beaux d'Europe, un réseau de chemins de fer et routiers qui permettent de se déplacer rapidement à travers tout le pays. Je donne maintenant la parole au deuxième camarade qui s'est fait inscrire, à notre camarade Roby. Camarades, l'utilisation du béton armé, de la brique, de la pierre, entre pour une bonne part dans la construction moderne. Le ciment armé, matériau bien caractéristique de notre époque, permet des réalisations grandioses dont l'audace et l'ampleur frappent tous les esprits. Mais nous n'oublions pas la place considérable que la pierre a pris et doit prendre. Les magnifiques travaux d'art et monuments de notre pays en sont des exemples. Les ouvriers de nos corporations, maçons, cimentiers, briqueteurs, plâtriers, tailleurs de pierre, s'ils sont les artisans de ces merveilles, payent chaque année un lourd tribut d'accidents de travail, souvent mortels. Ils réclament avec nos syndicats non seulement le respect des règlements de sécurité, mais également l'extension de la législation actuelle qui devrait donner aux délégués de chantier et d'atelier des possibilités de contrôle. Les professions de carriers, tailleurs de pierres et sculpteurs sont à l'origine des sociétés humaines, dont elles ont traduit l'histoire dans la pierre.
Depuis quelques décades, elles subissent une concurrence considérable par divers matériaux de remplacement dans l'art de la construction. D'où marasme complet dans tous nos centres carriers de France, possédant une infinité de variétés de pierres, pouvant être utilisées au gré de l'imagination des maîtres d'œuvre. Ne pas réagir contre la disparition de ces métiers serait un pas en arrière dans l'art de construction, dans la civilisation et la culture humaine. Un autre point est à considérer. La dépopulation de nos centres ruraux qui se chiffre par 60% depuis 50 ans, d'après les statistiques du ministère de l'Agriculture. Or, nos centres carriers, maintenus en activité, assurent à nos centres ruraux un appoint économique que les pouvoirs publics ont le devoir de prendre en considération, puisque la main-d'œuvre dans tous nos centres carriers représente 220 000 travailleurs pouvant tirer de l'extraction et de la taille de pierre les moyens d'existence pour eux et leurs familles. Camarades, la menuiserie est une corporation particulièrement touchée par le chômage. Et cependant, le bois est un matériau dont la chaude familiarité ne se remplace pas en décoration d'appartements et même en menuiserie d'extérieur. Camarades, la corporation des peintres en bâtiment est une de celles qui a un double effet. D'une part, embellissement des locaux d'habitation, et d'autre part, par l'entretien de ces dits locaux, vie meilleure dans un cadre plus gai. Camarades, j'ai suivi avec intérêt le rapport très fouillé de notre camarade Arachat. Les grands travaux ont une importance décisive sur l'ensemble de la vie économique de notre pays. Si cette importance est grande pour les manuels de nos industries, combien ce problème touche d'une façon toute particulière les intellectuels de nos professions, qui sont architectes, ingénieurs, techniciens, maîtreurs.
bâtiment, oh élégance du bâtiment. Au travail, pas de contrainte, au suivant son talent. Au travail, joyeux, sans crainte, d'un bon plaisir insolent. Imitez le bâtiment, au cas où il soit utile, là chacun fait librement, n'a qu'à chourir les habile. Avec tous vous prenez notre bateau, c'est le travail de chacun qui élève la maison haute et bâtie sans défaut. L'honneur est fait, le soir rempli d'un rêve. Avec les bois, avec la pierre, avec le fer et le ciment, nous construirons la maison verte, oh élégante du bâtiment. Avec ses murs, son toit, sa porte, pour nous si vivre librement, nous construirons la maison sans